Bonjour et merci pour l'invitation. Alors je vous propose d'aborder donc maintenant les grands principes du traitement médical de la fissure anale en 2023. Mes liens d'intérêt. Alors tout d'abord posons le problème et voyons ensemble donc quels sont les objectifs à se fixer quand on met en place le traitement médical de la fissure. Ça va être d'une part de traiter la douleur liée à la fissure, deuxièmement d'améliorer par là même la qualité de vie de nos patients, limiter les complications avec les petits dégâts sphinctériens et les surinfections, et puis essayer de faire cicatriser la fissure, et si possible durablement. Alors, quel traitement en première intention? Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Laxatif à dose efficace, c'est-à-dire pour obtenir des selles ni dures ni liquides, mais molles, et ce pendant au moins 6 semaines. Des antalgiques de niveau 2 avec des ENS en l'absence de contre-indication, et puis des benzodiazépines plus souvent pour leur effet mieux relaxant. Et puis troisièmement, alors un traitement local, surtout pour lubrifier le passage de la selle, une crème de votre choix et surtout éviter les suppositoires, à mon sens, qui font plus mal qu'ils n'aident réellement à cicatriser la fissure. Alors après le traitement dit de première intention, on peut faire appel à des topiques qui sont pharmacologiquement actifs en diminuant le tonus du sphincter. On a donc la toxine botulique, les dérivés nitrés locaux et les inhibiteurs calciques locaux, avec une littérature très riche ces 20 dernières années. Donc, ces topiques pharmacologiquement actifs entraînent une sphinctérotomie chimique. Alors, on peut se poser la question de savoir chez quel patient il est judicieux de les utiliser. Tout d'abord, on peut rappeler qu'il n'y a pas de contre-indication à les utiliser chez des patients qui sont en risque éventuel de troubles de la continence parce que leur effet de décontraction sphinctérienne est quand même limité et provisoire. Et puis, après... Est-ce qu'il faut les utiliser chez tous les patients? Alors probablement pas, surtout chez les hypertoniques, c'est ce qui pose la question de la définition et de l'évaluation de l'hypertonie. C'est vrai que quand il y a un patient qui a une fissure et qui est douloureux, il y a toujours un tonus sphinctérien assez élevé, mais je crois qu'on arrive tous avec l'expérience à évaluer si nos patients méritent d'avoir un anus décontracté un peu plus ou pas. En tous les cas, ce que je pense, c'est qu'on ne prend aucun risque à utiliser ces traitements et qui peuvent donc être utilisés d'emblée. Alors, on les appelle les traitements de deuxième ligne, mais je pense qu'on peut les mettre d'emblée dès le début de la prise en charge des patients. Alors, cela étant dit, voyons ce que nous dit la littérature. Que disent les données contrôlées sur ces traitements dits de deuxième ligne? Donc, je vous ai rapporté ici la dernière méta-analyse qui date de l'an dernier. 11 études contrôlées donc, qui comparaient les inhibiteurs calciques aux dérivés nitrés donc en application locale pour une fissure anale. Suivi moyen assez court de 8 semaines. Et on observait une supériorité des inhibiteurs calciques, certes minime, mais quand même réelle. Et puis cette méta-analyse de Nelson de 2017 qui avait fait grand bruit lors de sa sortie, notamment pour ses résultats sur la sphinctérotomie latérale interne, mais je ne vais pas spolier la controverse qui suit. Alors sur un plan médical, ce qu'il faut retenir, c'est que les 3 médicaments, toxines, dérivés nitrés et inhibiteurs calciques, semblent efficaces sur la douleur et la cicatrisation, avec des taux d'efficacité supérieurs au placebo. Deuxièmement, les inhibiteurs calciques semblent plus efficaces que leurs 2 concurrents. Et sur l'ensemble des études de cette méta-analyse, le suivi était quand même relativement court et ça pose la question donc, des récidives à long terme. Alors, globalement, quand on survole la littérature, à quel taux de cicatrisation de fissures on peut s'attendre quand on prescrit ces traitements locaux pharmacologiquement actifs, bien, les taux de cicatrisation tournent autour de 40 à 90% pour la toxine botulique, donc des taux quand même très variables quand on analyse la littérature, est difficile de se faire une idée assez précise. Pour les dérivés nitrés, 50-70 maxi d'efficacité, notamment une efficacité qui est limitée par la mauvaise observance liée aux effets secondaires, on y reviendra. Et puis les inhibiteurs calciques, plus de 50%, 70 à 90%
de cicatrisation donc de la fissure. Mais le problème, c'est qu'avec toutes ces molécules, eh bien, on a plus de 50% de récidive dans les 6 mois qui suivent l'arrêt du traitement. À côté de ça, la tolérance est plutôt bonne, surtout pour les inhibiteurs calciques. Beaucoup trop de céphalées, à mon sens, pour les dérivés nitrés, ce qui en limite leur utilisation. Et puis pour la toxine botulique, des troubles mineurs et transitoires de la continence anale ont été rapportés. Donc, bon, globalement, on ne prend pas de risque à prescrire ces 3 traitements. Alors, pour résumer, donc, les points communs sur ces traitements locaux spécifiques. Premièrement, les études contrôlées montrent un soulagement des douleurs et une cicatrisation de la fissure dans en moyenne 2/3 des cas. Des effets secondaires mineurs sont rapportés avec ces 3 traitements. Le taux d'efficacité de ces topiques est cependant inférieur à la chirurgie en termes de cicatrisation. Et il faut noter qu'on a un taux de récidive qui est élevé, donc environ 50% dans les 6 à 12 mois qui suivent l'arrêt de ces traitements. Ce qui fait que les sociétés savantes recommandent encore ces topiques pharmacologiquement actifs avant la chirurgie. Alors, voyons justement quelles sont les recommandations des sociétés savantes à travers le monde. À droite, donc les Italiens, c'est dérivés nitrés en topique 6 à 8 semaines, donc après échec du traitement de première intention, évidemment. Dans ce cas-là, donc 6-8 semaines de nitrés et en cas d'échec, chirurgie. Grande-Bretagne et États-Unis sur la gauche, c'est dérivés nitrés ou inhibiteurs calciques, 6 à 8 semaines, et en cas d'échec, tentative de toxine botulique. En cas d'échec, on passe à la chirurgie. Alors, en France, que fait-on? Alors, à défaut de RPC véritable, on a mené en 2021, avec mes compères cités à l'écran, une étude de pratique auprès donc des sociétaires de la SNFCP, c'est-à-dire auprès de vous. Et ce qu'il en ressortait, notamment pour ce qui nous intéresse, c'est qu'en traitement de deuxième intention, eh bien, les dérivés nitrés étaient plus souvent prescrits que les inhibiteurs calciques ou la toxine botulique, mais dans des proportions relativement faibles. Vous voyez, 38% en deuxième ligne pour les nitrés versus 16% pour les deux autres. Mais je crois que les choses ont évolué plutôt en faveur des inhibiteurs calciques depuis ces 2-3 dernières années. Bon. On a vu ce qu'on faisait en France, ce qui était recommandé par les différentes sociétés savantes à travers le monde. Maintenant, on peut essayer d'aller un peu plus dans le détail et essayer de répondre à la question suivante. Comment peut-on optimiser le traitement médical de ces fissures anales? Alors, une grosse méta-analyse parue en 2016, 34 essais prospectifs pour donc la toxine botulique dans le traitement de la fissure anale. Ce qu'il en ressort, eh bien, pas de corrélation entre efficacité et la dose, le volume injecté, le site d'injection, ou les sites, et les nombres d'injections. Méta-analyse de Nelson de 2012, celle-ci, pour les nitrés, une concentration à 0,2 ou à 0,4, pas de différence d'efficacité. Et puis, une autre méta-analyse de 2017 qui nous montre que l'efficacité des inhibiteurs calciques est plus importante en topique que par voie Péros. Donc, on voit qu'on n'a pas beaucoup de leviers d'amélioration sur la gestion de ces traitements pharmacologiquement actifs. Mais je voulais surtout vous rappeler ce papier britannique qui, en fait, était un audit. Enfin, ça a évalué plus exactement l'impact d'un audit mené auprès des membres de la société de Grande-Bretagne. Le but était de savoir si les sociétaires connaissaient les recommandations nationales, s'ils les appliquaient et quel impact ça avait sur le taux de réponse aux médicaments et le taux de chirurgie. Et ce que l'on retient, c'est que donc après audit, eh bien, on a, c'est surtout les deuxième et troisième points, après l'audit, on a un taux de cicatrisation de la fissure sans chirurgie qui passe de 26 à 83%. Et puis un taux de chirurgie, donc des fissures récalcitrantes aux traitements médicaux, qui est divisé par presque 5. Donc le message, c'est que la connaissance des recommandations
permet d'être plus performant sur la gestion des traitements médicaux et de diminuer le recours à la chirurgie. Alors, ce qu'il faut retenir sur le traitement médical de la fissure anale en 2023. Donc, il existe, en plus des traitements de première ligne, donc antalgiques et laxatifs, indispensables évidemment, il existe des traitements locaux dont le but est de diminuer le tonus sphinctérien et qui sont donc efficaces en termes de cicatrisation, globalement 50 à 80% de cicatrisation à court terme. Deuxièmement, les données comparatives sont plutôt en faveur des inhibiteurs calciques en termes d'efficacité, mais aussi de tolérance, de coût et de facilité d'utilisation. Et malgré tout, il existe encore des zones grises dans les algorithmes de traitement, notamment sur le caractère chronique de la fissure et sur le caractère hypertonique. Et après, en cas d'échec des différents traitements médicaux optimisés, première et deuxième ligne, c'est le temps de la chirurgie. Sphinctérotomie latérale interne ou fissurectomie, même si j'adore la musique, j'aime pas trop me battre contre les ceintures noires, donc je me garderai bien de vous donner mon avis maintenant, mais on pourra en discuter ensuite autour d'un café si vous le voulez bien. Merci pour votre attention. Les discussions maintenant ou après Non, si vous avez des questions sur le traitement médical, parce que ça sera différent. Oui, Thierry. Merci Dominique, super, très clair. Justement pour comment optimiser sur la fin, donc la place des traitements spécifiques. C'est vrai que l'hypertonie, savoir si elle est réactionnelle ou de départ, c'est difficile à déterminer quand les gens ils ont mal. Hein. Par contre, moi, je pense qu'il faut effectivement, comme tu disais, c'est pas un traitement de seconde ligne, à mon sens, plus de première ligne. Je rappelle par rapport aux topiques qu'on met, quels que soient les topiques qu'on met sur la fissure anale, chez l'enfant, pas de topique en cas de fissure anale, on régularise le transit et normalement tout rentre dans l'ordre. Chez l'adulte, sur une fissure anale, à partir du moment où il y a une douleur, il faut vraiment se poser la question si c'est plus intéressant et si c'est pas une perte de temps de mettre une crème quelconque sur l'anus, ou s'il ne faut pas plutôt mettre un traitement où il y a une anesthésie locale et puis que ça va relâcher le muscle, parce que la physiopathe, quand même, c'est l'hypertonie qui entretient le phénomène. Donc, il faut vraiment réfléchir à la mise en place de ces traitements-là et de ne pas faire perdre 6 à 8 semaines d'une crème X ou Y et de revoir 6 ou 8 semaines après et dire, bon, on va changer. Oui, tout à fait d'accord, c'est ce que je disais, c'est qu'on les appelle classiquement les traitements de deuxième ligne, mais enfin moi personnellement, à part si le patient est étonnamment hyper souple, je les mets moi d'emblée, antalgiques, laxatifs, et je mets ces traitements locaux directement dès la première consultation. Je n'attends pas le contrôle à 2 mois, c'est clair. Dominique, est-ce que tu différencies dans ta prise en charge dès le début la fissure aiguë, la fissure chronique? Est-ce que ta prise en charge est différente sur le plan médical? Et puis la fissure de la femme du postpartum aussi? Alors fissure aiguë, fissure chronique, non, je ne différencie pas trop. Et puis en pratique, vu les délais d'accès aux soins, on a rarement des fissures vraiment aiguës. C'est des patients qui ont mal depuis 2-6 mois. Donc en pratique, la fissure d'il y a 3 semaines, on en voit peu. Et puis après, la fissure du postpartum, c'est des fissures qui répondent bien au traitement médical et puis à l'épreuve du temps aussi. On sait que c'est quand même des périnées qui sont bien imprégnées d'hormones encore, qui sont hyper laxes, et les fissures cicatrisent globalement très bien avec les traitements médicaux de première ligne. Là, pour le coup, je pense que les traitements locaux qui vont diminuer le sphincter n'ont pas grand intérêt à mon sens. Voilà, ok. Ghislain. J'ai une question aussi, Dominique. Ici. Voilà. Merci, Dominique. Moi, j'ai une question sur la toxine botulique. Parce que quand on regarde un petit peu dans la littérature, il y a vraiment tout et n'importe quoi en termes de dosage, en termes de localisation d'injection, que ce soit dans le sphincter interne, en intersphinctérien ou autre. Est-ce que toi t'en fais? Comment tu le fais? Tu le fais en consultation, au bloc, associé à la chirurgie ou que l'injection? Moi, j'ai aucune expérience de la toxine. Je pense qu'il faudrait demander à Véro. Je pense que c'est elle qui doit en avoir le plus.
Mais non, j'ai aucune expérience de ça. Après, si on regarde purement la littérature, je vous avais rapporté la méta-analyse de 2016 là, qui montre aucune différence d'efficacité sur la douleur et sur le taux de cicatrisation, quel que soit le volume, le site, même quelle que soit la toxine des deux laboratoires. Il n'y a aucun élément qui ressortait sur lequel on puisse s'appuyer pour optimiser le traitement. Mais personnellement, j'ai aucune expérience. Moi, les premières études là, qui datent de plus de 20 ans, là, qui avaient été faites en France et qui étaient négatives, m'ont un peu refroidi. Et puis le problème, c'est que c'est cher, c'est pas facile à s'en procurer. Donc moi, je suis très crème et pour la tolérance, très inhibiteur calcique, vous l'aurez compris. Dérivés nitrés dérivés locaux et inhibiteurs calciques, alors j'ai jamais fait. Je suis pas certain qu'on augmente l'efficacité. J'ai rien lu sur le sujet. Non, l'association des deux, je suis pas certain. Je pense pas que ça soit contre-indiqué, mais je pense pas qu'on gagne plus. Non, moi je les mets sous inhibiteur calcique, sous crème de nifedipine, matin et soir, pendant, plus le temps passe, plus je les utilise, et plus je les utilise avec moins d'appréhension. Et là, c'est matin et soir pendant 2 mois, et je les revois avec les autres traitements. Associer les deux, je ne sais pas. Je n'ai pas l'expérience, honnêtement, peut-être. Merci beaucoup. On va devoir avancer pour tenir le timing. Merci.